Il s'agit d'une économie de marché, mais aussi d'une question de sécurité nationale. D'accord, j'ai souvent tendance à penser que si on veut être un pays indépendant, on doit être autonome sur le plan alimentaire. Et j'ai tendance à considérer le changement climatique comme une question de sécurité nationale. Moi aussi, ils ne vont pas pouvoir gérer ça à temps en procédant comme ils le font. À chaque fois, eh bien, reconnaître et s'adapter, et changer de politique. Regarde-nous par exemple actuellement, d'accord? Imagine que sur la route sur laquelle nous nous trouvons est le système politique américain. Tu vois, ce pont là-bas, nous devons le passer dans 1 minute à peine, sauf que nous sommes coincés ici parce que nous ne pouvons pas y arriver. Et tu le sais aussi bien que moi. Je connais des gens âgés de 20 et 30 ans qui ne veulent pas avoir d'enfants car ils se disent « Je n'ai pas envie d'infliger à un être humain ce qui va arriver ». Tu crois que mes enfants qui ont moins de 15 ans vont se dire « Mon Dieu, j'ai toujours voulu que mes enfants grandissent comme dans Mad Max en mangeant des lézards sur la route et assassinant leurs voisins pour un verre d'eau ?» C'est ce que je veux dire. C'est que les choses vont s'effondrer. Wesley, la ferveur que toi et beaucoup d'autres nous portez est ce qui me donne espoir en la démocratie et en l'avenir de notre pays. C'est ce dont nous avons besoin pour que le changement se produise. Je pense que nous vivons dans un système corrompu et qu'il est difficile de s'en défaire, car c'est l'argent qui parle. Je suis arrivé de San Francisco hier en empruntant l'autoroute numéro 5. C'est pare-choc contre pare-choc pendant 300 km sur cette autoroute. À un moment, tu te dis, mon Dieu, et ce n'est qu'une infime partie. Nous savons que dans les grandes zones urbaines, comme le bassin de Los Angeles et le Grand New York, on y vit pour des raisons de commodité parce que la civilisation fonctionne, même si on sait qu'elle est relativement fragile. Car tout dépend de l'énergie, de l'eau, des denrées alimentaires, de l'entreposage, de la sécurité, des gens qui suivent les règles et respectent les lois. Et il suffit de quelques petites perturbations, comme une catastrophe naturelle, le changement climatique, le crime organisé, une guerre ou d'autres forces exogènes pour qu'on assiste à une catastrophe. Il est très facile de s'imaginer comment les choses pourraient s'effondrer. Les grands tunnels sont désormais plongés dans l'obscurité. Les systèmes de télécommunication se sont effondrés. Sur les autoroutes, les voitures ne s'arrêtent que si elles trouvent un endroit avec du signal. Aujourd'hui, les gens font la queue devant les supermarchés, non pas pour entrer, mais dans l'attente qu'ils finissent par ouvrir. C'était comme si l'endroit avait été déserté, parce que je n'avais aucun moyen de communiquer ou de trouver de l'aide. Je n'avais ni eau, ni électricité, ni médicaments. Les preuves scientifiques combinées à la dynamique du système financier indiquent que tôt ou tard, le changement climatique constituera une menace pour la résilience financière et la prospérité à long terme. Tout l'argent du monde ne saurait nous sauver une fois qu'il commencera à faire défaut. Les gens se rendront alors compte que leurs écrans plats ne sont pas comestibles, encore moins leurs voitures de luxe allemandes. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la guerre. Et c'est une guerre bien plus importante que la Seconde Guerre mondiale. Car si on la perd, on est tous morts. Enfin, toi, tu es sûrement déjà mort, donc cela ne te concerne pas tellement. Mais moi, je ne veux pas que mes enfants meurent de faim. Tu m'exclus un peu trop de la liste. Ne m'exclus pas aussi vite, s'il te plaît. D'accord, je te souhaite 20 ans de plus. Ça a l'air bien, non? Oui. C'est une grande partie de l'Amérique. On dirait une icône américaine. À mon époque, c'était les Beach Boys. Oui, c'est vrai. Surfing USA. Le paradis des touristes. C'est ça. Mais si j'étais un touriste venant d'une autre planète et je disais genre « Hé, allons visiter la Terre », et que mon agent de voyage me répondait « Eh bien, elle est peuplée par environ 10 milliards de singes carnivores armés. » Mon rêve est de voir
tes enfants grandir, s'instruire et se marier, et je veux avoir des arrière-petits-enfants. Voilà mon rêve. Ok, dans ce cas, si tu veux des arrière-petits-enfants, il va te falloir contribuer à construire cet environnement dans lequel ils vont survivre. Je veux que vous voyiez les choses telles qu'elles m'apparaissent. Je suis un expert en sécurité nationale. Voilà pourquoi j'ai consacré ma vie à essayer de protéger l'Amérique, la Constitution, notre mode de vie et l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. J'aime mon père. Nous sommes tous les deux préoccupés par la sécurité et l'avenir. Mais il y a clairement une différence dans l'approche générationnelle de ces questions. Je comprends sa génération, celle qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, les baby-boomers. Elle a grandi dans un monde en constante évolution. Plus de droits, plus d'argent. L'économie connaissait une croissance constante. Elle nous a vus passer d'une société industrielle relativement primitive à celle que nous connaissons aujourd'hui. Des empires se sont construits et effondrés. Et il y a environ 200 ans, l'humanité a soudainement découvert comment extraire efficacement l'énergie du sol. Au début de l'ère industrielle, il y en avait plus que pour le charbon. L'Angleterre, la machine à vapeur qui fonctionnait au charbon, qui s'est popularisée à travers le monde. Nous avons pris cette énergie pour construire cette civilisation et aujourd'hui, le prix à payer est la carbonisation de l'atmosphère et le changement climatique. C'est le bouquet final. Tu sais, quand tu dis que durant la Seconde Guerre mondiale, chacun s'est investi et a fait sa part du boulot, c'était il y a 75 ans. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une guerre qui dure depuis 19 ans. Et dans cette guerre, on nous a appris à faire du shopping et à acheter toujours plus. On ne nous a jamais appris à économiser quoi que ce soit. On ne nous a jamais demandé de contribuer à l'effort de guerre. Au contraire, ils ont même réduit les impôts quand nous sommes entrés en guerre. C'est vrai, 2 fois. 2 fois. Au jeu d'argent, c'est toujours la maison qui gagne. Le jeu est truqué. C'est ainsi. Un peu comme le système bancaire de notre système politique actuel. Tout est truqué. Les gens n'ont pas vraiment le choix dans de nombreux domaines. Oui, les gens ont le choix de venir à Las Vegas. Quand tu t'es présenté à la présidence, j'ai parcouru le Nouveau-Mexique et plusieurs autres endroits. Tout ce que je me disais en 2003, c'est qu'on ne peut pas vraiment bâtir une économie sur le striptease, le jeu d'argent et la méthamphétamine. Or, nous avons fait un effort concentré en ce sens dans ce pays au cours des 20 dernières années. Tu sais, notre société ne fait que répondre aux attentes des gens. Les sociétés américaines ont énormément investi dans le secteur du divertissement. Elles ont essayé de recréer l'ambiance de l'Empire romain au cœur de Vegas. Et fait intéressant, il s'agit de l'Empire romain dans son déclin. C'est donc normal que tout s'effondre. Nous avons l'intelligence, le savoir-faire et la conscience nécessaire pour savoir que nous devons soutenir et protéger cette planète, car c'est là que nous vivons. Bien que nous aimions le progrès, nous devons néanmoins revoir notre approche de l'activité économique. Le monde traverse la pire crise financière depuis 1930. Les dégâts sont considérables. Ils entendent parler de 700 milliards de dollars et ils pensent immédiatement que tout ira mieux le lendemain. Nous assistons à une importante perte de richesse. Si l'on combine le système financier aux autres éventuels chocs, on se rend compte que nous sommes sur une pente glissante. C'est la panique au bout du fil à l'étage. Les traders essayent de se dépêcher d'arriver à un accord de vente pour se débarrasser de leur stock. Les gens ont perdu ce qu'ils avaient mis des années et des années à construire.
À un moment donné, on court le risque que quelque chose ne se passe pas comme prévu. On s'inquiète de la dette grecque, de la dette italienne, de la dette espagnole. Jusqu'ici, on l'a plutôt bien maîtrisé. Mais, et vous le savez, on n'a aucune idée de ce que le Trésor américain fait derrière. Nous collaborons étroitement avec le gouvernement américain pour que notre système continue de fonctionner. Et vous n'avez aucune idée des limites auxquelles on se heurte. Si vous réfléchissez à comment nous pourrions devenir des pionniers dans le redressement économique et dans la reconstruction climatique, il faut investir maintenant parce qu'on ne peut pas attendre d'être comme la Somalie. Vous avez peut-être déjà remarqué que c'est un pays qui ne finance pas beaucoup de programmes d'infrastructure. Il ne repousse pas les limites de la technologie. Et ce n'est ni parce que les Somaliens sont stupides ou parce qu'ils ont vécu une guerre civile, c'est juste parce qu'ils manquent de capital. Ils n'ont pas de ressources. Le capitalisme est une organisation économique. C'est un mode d'organisation de l'économie qui vise à générer des revenus futurs supérieurs aux investissements consentis d'aujourd'hui. Tout est donc une question de développement, d'engranger toujours un peu plus que ce que nous avons actuellement. Quand vous empruntez de l'argent, ce qui se passe, c'est que les banques aimeraient vous faire payer des intérêts, non seulement pour le risque, mais aussi pour que du capital naisse des petits, au lieu de vous le donner simplement comme ça. Elles s'assurent que le capital augmente. C'est ainsi que l'on crée de la richesse et qu'on accroît ses actifs. Et c'est cette dette qui a permis à tout ceci d'exister. C'est un accélérateur de la croissance économique. Après, tant que l'entreprise peut s'acquitter de sa dette, tout va bien. Le problème se pose lorsque la dette à la consommation ne peut pas être remboursée. Il en est de même pour la dette hypothécaire, comme nous l'avons vu. La dette nationale, quant à elle, si elle ne peut pas être remboursée, peut constituer une menace pour la sécurité nationale. Alexa, comment éviter une crise financière ? Voici ce que j'ai trouvé sur Wikipédia. Une crise financière est un vaste éventail de situations au cours desquelles certains actifs financiers perdent soudainement une grande partie de leur valeur nominale. Il est évidemment difficile de préparer l'avenir quand celui-ci est incertain. Mais les mesures que nous prenons aujourd'hui vont clairement aggraver la situation. La finance, c'est vraiment faire de gros paris sur un avenir incertain. Et il faut faire attention à ne pas trop en prendre, surtout quand tout indique que l'avenir pourrait être très différent du présent. Le système financier absorbe une si grande partie de notre énergie que nous avons oublié d'investir dans des choses réelles nécessaires au progrès du pays. Nous n'avons pas encore vraiment pris conscience de cela, car les systèmes économiques et politiques ne veulent pas y faire face. Certes, l'économie s'est développée, mais l'endettement des ménages, des entreprises, des banques, des gouvernements et de tous ces acteurs du système économique a connu une augmentation bien plus importante que celle du PIB. Vraiment ? Oui, disons qu'au cours des années 70, le ratio d'endettement total de tous ces acteurs, à savoir les ménages, les entreprises, les banques et le gouvernement, était de l'ordre de 120% par rapport au PIB. Au fil du temps, ce ratio a augmenté pour se situer aujourd'hui à environ 290%. Comme une personne qui n'a pas été rémunérée durant 3 ans, mais qui a continué à travailler tout ce temps. Exactement. Qui n'a pas mangé, ni conduit de voiture ou quoi que ce soit d'autre. Pourrait-on payer cette dette ? Oui. Mais cette dette importe-t-elle ? Eh bien, pour certains, elle importe, car nous sommes dans un système qui s'appelle le capitalisme et les lois de ce système prévoient que toutes les dettes soient remboursées. De quel montant d'endettement avons-nous besoin pour générer $1 de PIB ? Pour que l'économie génère $1 de plus de revenus, nous devons compter sur $3,30 de dette supplémentaire.
Un revenu se compose essentiellement des salaires et des bénéfices. C'est ce qu'on appelle le PIB, mais on peut aussi l'appeler différemment en parlant de la valeur ajoutée créée grâce à la production de biens. Le fait d'avoir valorisé le PIB nous a permis de profiter d'un marché en plein essor. On vend, on achète, sans vraiment savoir dans quelle mesure les gens s'en sortent. Quand nous étions petits, $1 de dette générait à peu près $1 de PIB. Waouh! Tu sais, un peu comme le keynésianisme qui consiste à investir de l'argent dans des projets sociaux et à le recycler dans l'économie. Aujourd'hui, par contre, il faut plus de $3 de dette pour générer $1 de PIB. Et tout cela est arrivé au cours des 30 dernières années. Waouh! Donc pour générer davantage d'argent, il faut avoir plus de dettes. 3 fois plus de dettes. C'est insensé. Une dette 3 fois plus élevée. C'est l'accès au crédit et la possibilité de contracter des dettes, encore et encore, qui n'ont pas réussi à maintenir cette tendance en matière de consommation. Il existe un lien très étroit entre l'augmentation des revenus et celle des émissions de carbone. Les États-Unis, qui sont déjà en quelque sorte le pays qui produit et consomme l'énergie de manière disproportionnée, ont vu les dépenses par habitant augmenter de 42% entre 1990 et 2008. Une augmentation des dépenses dont 300% consacrées au mobilier, 80% à l'habillement et 15 à 20% aux véhicules, au logement et à l'alimentation, malgré la stagnation des salaires durant cette période. Voici donc le fameux taureau de Wall Street, véritable emblème du marché positif. Autrement dit, amener les gens à dépenser plus d'argent qu'ils en ont dépensé la veille. Nos démocraties sont devenues dépendantes à l'idée selon laquelle il y aura toujours plus d'argent à distribuer et que nous pouvons nous développer encore et encore. Nous savons que le monde est en proie à une incertitude fondamentale et nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Tout au long de ma carrière, j'ai travaillé dans la modélisation mathématique. J'ai été physicienne spatiale pour la NASA et j'ai participé à de grands projets. J'ai été scientifique dans l'équipe du télescope spatial Hubble. J'ai participé à une mission sur Mars en tant que physicienne spatiale. Bref, j'ai travaillé dans des domaines assez importants. Quand les gens disent « Eh bien, comment savez-vous que les modèles climatiques actuels seront encore fiables d'ici 30 ans ?» Ce que je peux vous dire, c'est que les modèles d'il y a 30 ans sur lesquels nous travaillons sont encore incroyablement fiables. Avec l'atmosphère, nous observons une sorte d'instabilité. C'est un peu comme si vous teniez debout là, comme ça, et que vous tombiez. C'est à une instabilité, à une oscillation de ce type auquel on assiste. Je ne sais pas exactement à quel point les choses sont instables. Mais pour moi, c'est cette volatilité et cette instabilité qui sont encore plus à craindre que la hausse en elle-même des températures au fil des ans. Supposons que l'inflation atteigne des sommets et que les marchés boursiers s'effondrent, qu'il y ait toutes sortes de sanctions sur les importations au point de ne même pas pouvoir exporter votre technologie. Tout ce qu'il vous reste pour survivre, c'est vous et votre environnement. L'un de mes objectifs cette année était d'être mieux informé sur le changement climatique. Et j'ai pris le pari de peser le pour et le contre des arguments. Le plus intéressant pour moi était de trouver très peu de choses du côté de négationnisme climatique. Plus je lis, plus je vois des choses autour de moi et plus je m'inquiète. Les élus sont arrivés et ont dit que nous allions devoir ouvrir les digues. Je me souviens d'avoir regardé mon mari, ma fille, le chien et la maison en me demandant si j'étais en plein film. Je fais 1,76 m et l'eau a atteint à peu près cette hauteur-là. Jusqu'à que ça vous arrive à vous, vous ne croyez pas que cela puisse se produire aux États-Unis. On a perdu toute notre stabilité financière.
Donc si nous devions encore, Dieu nous en préserve, faire face à une autre urgence, et croyez-moi, c'est une réelle source de traumatisme et de panique de se dire « Oh, si quelque chose arrive, si nous sommes encore confrontés à une urgence, on n'a pas de fonds ». Jamais je n'aurais imaginé que tout ce pour quoi j'avais travaillé si dur me serait enlevé en quelques heures. Voilà pourquoi je pense que le changement climatique aura un impact économique énorme. Tous les biens que vous possédez peuvent être détruits en l'espace de quelques heures. Nous avions une maison ici sur la colline que ma femme souhaitait que nous évacuions, car c'était dangereux en cas d'incendie, vous voyez? Oui. À cause du changement climatique, tout s'achète, donc il vaut mieux aller s'installer dans un endroit où on ne risque pas de se faire brûler. Effectivement. Nous avons donc déménagé dans ce magnifique endroit que le feu n'a pas détruit. Toutefois, la coulée de boue après l'incendie nous a anéantis. Nous avions de la boue d'1,50 m ici, d'énormes rochers. Vous étiez ici? Oh oui! Comment vous vous en êtes sortis? Évacués par hélicoptère? Bon Dieu! J'ai demandé à ma femme si nous avions un drap. Elle m'a dit oui. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce drap? Je lui ai dit que j'allais écrire pour aider les gens. Elle m'a demandé d'écrire SOS. Je lui ai dit que c'était une bonne idée. J'y suis allé et j'ai dessiné SOS dans la boue et très vite, les secours sont arrivés. Ils ont fait descendre un gars et nous ont dit qu'ils se demandaient s'il s'agissait d'un SOS ou d'un code régional. Qu'on aurait dit 805. Je leur ai répondu que j'allais travailler mes S. Mais nous avons eu de la chance. Nous pouvions nous permettre de... Des gens sont morts là-dedans, non? Oh oui, c'était terrible. Les gens ont été emportés par les eaux jusqu'à chez nous. Nous sommes chanceux. En plus, nous avions de l'argent nécessaire pour rénover cet endroit. Oui. Mais tu t'imagines? Tous ces gens qui sont confrontés dans le monde à ce changement climatique? Tout commence comme ça. Vous lisez des articles à ce sujet, mais ça vous semble loin. Puis quelque chose se produit et bang, ça vous tombe dessus. Ça devient alors très personnel. C'est vrai? Oh mon Dieu. Il n'y a pas de mots suffisants pour décrire ça. Les systèmes financiers mondiaux sont profondément reliés et reposent sur le financement du logement, comme c'est le cas pour les États-Unis. C'est pourquoi, lorsque certains propriétaires se retrouvent dans l'impossibilité de payer une prime d'assurance, ils ne peuvent pas conserver leur prêt hypothécaire. Le défaut de paiement d'un prêt hypothécaire entraîne une saisie. C'est en quelque sorte le début d'une histoire qui nous est très familière depuis 2017-2018. Nous ne sommes pas particulièrement doués pour ce qui est de nous préparer aux difficultés à venir, vu les choix difficiles auxquels nous sommes déjà confrontés. Les sondages menés aux États-Unis et au Royaume-Uni relèvent que les principales sources de stress sont le travail et l'argent. Alexa, comment puis-je résoudre nos problèmes économiques? Désolée, je ne le sais pas. On se dirige tout droit vers le précipice concernant le changement climatique. On est face à une véritable urgence que l'on ne peut nier. J'ai grandi au cœur d'un complexe militaro-industriel. Mon père est devenu général après mon entrée à l'université. Je suis allé à l'école du service de Georgetown. Je pensais qu'ayant eu Madeleine Albright comme conseillère à l'université, je savais comment le monde fonctionnait, qu'il se résumait à des responsables dont certains chargés de planifier et d'autres de diriger. Quand mon père s'est retrouvé à la tête de l'OTAN et que j'ai eu l'occasion de m'y rendre et d'entendre le genre de questions que les sénateurs et les membres du Congrès se posaient, je me suis rendu compte que personne ne dirigeait quoi que ce soit. L'erreur que commet la grande majorité d'entre nous est de penser qu'il y a des groupes de personnes qui dirigent, qu'il y a une personne, une cabale ou une constipation derrière tout cela qui mène le jeu. Ce qui n'est pas le cas. Hey Wes, comment s'est passée la conférence? Bien. Ok. En fait, je pense qu'il voulait vraiment savoir ce qui se passe et connaître les défis à relever.
Ok. Et c'est ce que je leur ai donné. C'est un peu comme cet article sur le Venezuela que j'ai lu à propos de ce qui se passe quand une économie s'effondre. Un effondrement total. Je veux dire, est-ce que c'est juste les prix du pétrole ou ils ont essayé d'en faire une démocratie populiste? Les gens aiment soi-disant Maduro, qui est un dictateur, alors qu'en réalité, c'est parce que le Cuba est impliqué. J'étais en Colombie il y a environ 6 mois et j'ai appris qu'en fait, les Cubains s'attaquaient à l'armée vénézuélienne, qu'ils la désarmaient parce qu'ils n'ont pas confiance aux Vénézuéliens. Voilà comment on prend le contrôle d'un pays. Vous vous débarrassez vous mettez vos forces de sécurité en place, ensuite vous constituez une force militaire supplémentaire, puis vous demandez aux militaires susceptibles d'être loyaux envers leur pays de déposer les armes. C'est ainsi que de nombreux militaires vénézuéliens sont devenus des réfugiés. Waouh! Ils ont été désarmés et envoyés hors du pays. Et à côté, on a des millions de personnes qui sont juste là, qui ont vécu là-bas, qui sont nées là-bas et luttent pour survivre. C'est vers ce scénario que nous nous dirigeons avant même l'effondrement économique, avec des gens armés dans les rues. Il y avait 20 000 personnes armées dans les rues hier. Ce n'était qu'une manifestation. Ils avaient des armes. On n'apporte pas d'armes à une simple manifestation, à moins que vous ne manifestiez votre volonté de tuer les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Le Venezuela peut être l'exemple type de ce qui se passe lorsque la société civile s'effondre, faute de gouvernement stable et transparent, fondé sur l'état de droit et d'investissement appropriés dans les infrastructures. À bien des égards, le Venezuela est un indicateur avancé des défis auxquels le monde sera confronté. Beaucoup, comme Erin Burgos, pensent qu'ils n'ont pas le choix. Ce qui était autrefois l'un des pays les plus riches d'Amérique latine est aujourd'hui l'un des plus chaotiques et dangereux. Mais c'est ce qui se passe dans ces pays. Et par ces pays, tu veux dire ceux dont les dirigeants sont incompétents. Ceux qui ne parviennent pas à prendre soin de leur population, mais compensent cela en mettant en place des mécanismes répressifs pour s'assurer de rester au pouvoir. Je crains juste que cela ne se produise aux États-Unis. Au Venezuela, la première chose à s'être effondrée était leur infrastructure énergétique. Oui. Et aujourd'hui, nous découvrons qu'il ne s'agit pas seulement de l'effondrement du système électrique et du pompage de pétrole, mais aussi de l'infrastructure hydraulique alors que c'est un pays tropical bien pourvu en eau. Le secteur de l'énergie n'a pas reçu la formation ou les investissements dont il avait besoin et les experts ont été mis à la porte. Ils avaient indiqué que le secteur de l'énergie, celui du pétrole en particulier, s'effondrait. Or, il s'agissait d'une des principales sources de revenus du pays. Au même moment, ce pays, qui dispose pourtant de grandes ressources d'eau, connaît une importante sécheresse, si bien que les barrages ne peuvent plus produire la même quantité d'électricité qu'auparavant. C'est ainsi qu'on assiste à l'effondrement des secteurs électriques et pétroliers ainsi que de la société civile, mais également celui des infrastructures hydrauliques, car même si vous avez les canalisations, si vous n'avez pas d'électricité, vous ne pouvez pas tout faire fonctionner. Les tensions sont donc très fortes, ce qui signifie pénurie alimentaire, émeutes et manque d'argent. C'est un problème majeur. Les États-Unis et l'Europe sont riches, mais si nous choisissons de sous-investir dans nos infrastructures, si nous choisissons de ne pas préparer l'avenir, nous pourrions en subir les conséquences. L'impact du changement climatique n'est pas une fonction linéaire. Sa progression se fait plutôt de manière très spectaculaire. C'est pourquoi toute lacune à ce stade de la réflexion aura, je pense, un impact crucial plus tard, bien plus vite qu'on ne l'aura anticipé. C'est une crise qui ne demande qu'à se produire, une crise qui évolue lentement sous nos yeux. Quand dans un film, vous voyez un astéroïde nous frapper dans 6 mois, mais Monsieur le Président, nous travaillons sur cet éventuel problème depuis 6 ans. Dans la vraie vie, l'astéroïde emporte tout le monde. Il en est de même pour le changement climatique et tous les problèmes que nous rencontrons, parce que lorsque les gens voient quelque chose à la télévision et regardent ce qui se passe dans la politique, un jeu de confiance se crée. Lorsque les gens, en regardant un homme ou une femme politique, se disent « il doit savoir de quoi il parle » ou « elle doit savoir de quoi elle parle », cela ne signifie pas pour autant qu'il y a un plan réel avec un mécanisme systématique derrière pour produire des résultats. Vous en avez assez de vivre dans une maison comme celle-ci alors que vous rêviez de vivre dans une autre maison comme celle-ci? Allons jeter un coup d'œil. Nous avons des tonnes de propriétés au bord de l'eau, et nous en avons de plus en plus chaque jour. Century 22 dessert désormais une partie de la Californie.
Pour ceux d'entre vous qui sont allés à la montagne et qui ont pu profiter de ces 16 pieds de poudreuse toute neuve et fraîche, bien joué. Mais comme vous pouvez le voir, un front chaud arrive. Donc demain, les températures seront de 155 degrés. Alors, vous devriez sortir vos maillots de bain. Tu as lu le grand article sur Peter Thiel, ce gars qui a fait fortune grâce à la technologie, a acheté et construit des bunkers en Nouvelle-Zélande, n'est-ce pas? Leur plan est que nous allons tous mourir et qu'ils s'en sortiront d'une manière ou d'une autre, bien qu'ils n'y parviendront pas. Mais ils croient que leur argent les isolera et les protégera de ce qui va arriver. Depuis toujours, il y a eu des gens qui ont prédit l'apocalypse concernant le changement climatique. Oui, vous savez, j'ai déjà entendu des gens comparer le changement climatique à une guerre mondiale. La différence, c'est que nous en savons plus sur ce qui nous attend. Profitez de notre condo de survie de luxe et ne vous laissez pas abattre par l'Armageddon. À moins que vous ne puissiez produire des milliers d'années d'eau, d'air et de nourriture dans votre bunker souterrain, vous ne vous en sortirez pas. Le résultat le plus probable sera que les ouvriers du bâtiment, sûrement sans syndicat, que vous aurez payé pour construire ce bunker pour vous, sauront exactement où il se trouve et ils auront accès à tous les outils nécessaires pour vous en extraire telle une truffe. Plus vite les gens commenceront à considérer leur argent comme un outil plutôt que comme un but dans la vie, plus vite nous pourrons nous sortir de ce trou. Ok, papa. Je sais que tu ne veux pas y prêter attention et que tu ne veux pas être filmé avec des miniatures, parce que cela pourrait, tu sais, tu ne veux pas ressembler au gars dans Dr. Strangelove ou à n'importe quel autre. Exactement. Un général à la retraite qui joue avec des choses. C'est exactement ce à quoi ça ressemble. Mais écoute, nous devons mettre en place quelque chose pour que les gens puissent comprendre comment ça marche. On a un épicier, un autre magasin, une banque, un propriétaire, les services d'urgence ici, une sorte de nature, ou dirons-nous même un pays étranger, ou l'Afrique, ou partout ailleurs. Mais dans un premier temps, je vais changer la façon dont tout est configuré parce que nous avons besoin de la banque, soit entre le country club et tous les autres. Nous avons un système financier énorme par rapport à ce que je peux appeler l'économie réelle. C'est-à-dire ce qui permet aux gens de travailler, de produire et de vivre. Nous essayons d'expliquer avec des jouets d'enfants les notions de capital, de structure, d'assurance, de financement et d'hypothèque. Nous avons donc de l'argent. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas si ça va marcher. Tout d'abord, l'épicerie est une entreprise. Elle gagne de l'argent et le dépose à la banque. Ok, boum. Ok, Jean travaille à l'épicerie qui le paye. Il décide d'acheter une maison, mais il n'a pas assez de revenus pour le faire. Alors il va à la banque qui lui dit « Oh, nous allons vous donner de l'argent pour acheter votre maison et en retour, vous allez nous donner une reconnaissance de dette. » Nous devons examiner la maison si elle passe l'inspection. Oui, elle passe l'inspection. Et peux-tu te le permettre en fonction de tes revenus mensuels? Réponds. Dis oui. Oui. Bien. Il s'agit donc d'un prêt hypothécaire. Donc voilà l'argent et c'est exactement comme dans une vraie banque. Parce qu'en réalité, la banque n'est pas sûre que ce type peut payer. Il suffit de leur dire oui. Allez, prends l'argent. Tout dépend du mode de paiement. En général, nous pensons que la banque reçoit des dépôts de notre part et qu'ensuite elle les prête. Mais en gros, ça se résume à une entrée de ce côté et à une autre de ce côté. Et si les choses se passent comme prévu, ils font un retour sur investissement. Il s'agit en fait de gagner de l'argent à partir de rien. Autrefois, j'aurais fait cette hypothèque en me disant « C'est avantageux pour moi, parce que vous allez me payer chaque mois pour rembourser cette hypothèque, n'est-ce pas? Tu annonces à tous tes copains que tu as réussi à l'avoir. On est d'accord que j'ai trouvé un meilleur moyen de gagner de l'argent, n'est-ce pas? » Donc la banque prend la reconnaissance de dette et la vend sur ce qu'on appelle le marché secondaire. Et elle perçoit une commission pour cela.
Une fois que j'ai cette hypothèse et probablement celle de beaucoup d'autres maisons dans le quartier, et idéalement celle d'autres quartiers, je jette tout ça dans ce que nous appelons une structure d'accueil, qui en réalité, en termes juridiques, est typiquement une fiducie ou une société. Ces dispositifs de protection des actifs émettent des réclamations contre ces nouvelles coquilles juridiques aux investisseurs. Ils rassemblent ces reconnaissances de dettes de manière à ce qu'il y en ait un grand nombre et les vendent à des gens, tels que des compagnies d'assurance ou des banques étrangères, qui peuvent en tirer parti. Tu veux dire que je peux faire des prêts sur ces biens qui sont eux-mêmes des prêts? Oui, parce que tu as un effet de levier. Tu peux donc contracter plus de prêts. Le système génère toujours plus d'argent. Ils arrivent à réduire les risques parce qu'ils n'achètent pas seulement une seule hypothèque, mais un paquet d'hypothèques. Dans certains cas, ils achètent simplement une partie du taux d'intérêt d'un ensemble de prêts hypothécaires. On appelle tout cela des produits dérivés financiers. Et tout fonctionne tant que le prêt est remboursé et que Jean donne à la banque, à date fixe chaque mois, l'argent pour s'acquitter de sa part de la reconnaissance de dette. Le système bancaire fonctionnait autrefois de la manière suivante. Le banquier vous regardait dans les yeux et vous demandait « Êtes-vous solvable? Pouvons-nous vous faire confiance ?» Les banques ne consignent pas les hypothèques dans leurs livres. Elles les vendent de manière à ce qu'elles puissent être reconditionnées sous la forme d'autres produits dérivés financiers. Elles peuvent en quelque sorte ainsi transférer le risque à la personne suivante. En fonction de leur évaluation par les agences de notation, il s'agit d'opportunités d'investissement réputées pour les fonds de retraite. Des fonds de pension, oui, mettons-les dedans. Les investisseurs achètent donc un intérêt dans les flux de trésorerie provenant des propriétaires et versés dans le fonds commun que nous avons créé. Ils gardent toutefois une sorte de droit sur cette maison, car les flux de trésorerie sont garantis par l'hypothèque sur la maison. Voilà comment quelque chose d'aussi peu liquide et de formidable que ce bâtiment et le terrain sur lequel il est construit peuvent devenir un actif financier négociable à l'échelle mondiale grâce à un codage juridique approprié. Ceci est votre prêt. Il passe par le système suivant. La banque détient le prêt, le vend, il devient un titre et fait partie de l'actif de la banque. Ces fonds communs de placement du marché monétaire échangent alors essentiellement votre prêt, votre caution, votre maison dans le cadre d'une opération de trésorerie avec garantie, l'objectif étant de permettre aux différents acteurs d'opérer sur les marchés de produits dérivés et de réaliser des taux de rendement à court terme très élevés. La dette aujourd'hui est traitée comme un actif. Elle peut être échangée à travers le monde. Un véritable bond en avant depuis, disons, le XIIe siècle, marqué par l'apparition des premiers billets cessibles à aujourd'hui, où la dette est considérée comme un actif que l'on peut simplement négocier sur le marché mondial. À la base, il y a une valeur tangible, et cette même valeur qui est utilisée non pas une fois, mais 2, 3 ou 4 fois dans le cadre des opérations du secteur financier. Elle n'est destinée ni à l'investissement productif dans les entreprises, ni au financement de l'atténuation du changement climatique et de la décarbonisation. L'argent génère davantage d'argent. La richesse crée davantage de richesse. C'est un cycle qui s'étend à l'infini. En fin de compte, tout repose sur nos maisons et la valeur de celles-ci. Le FMI l'a appelé le système bancaire parallèle. Ici, ombre ne veut pas dire qu'il s'agit d'une activité illégale ni que c'est nécessairement louche, etc. C'est juste parce que ce n'est pas réglementé. Il n'y a pratiquement pas de règles. C'est un peu le Far West du secteur financier. Et le problème avec le marché des produits dérivés, c'est qu'il n'y a pas de marché. Ce sont comme des échanges individuels entre banquiers. C'est comme si vous et moi disions « Salut, je connais la banque pour laquelle tu travailles, j'ai quelques obligations et je veux que tu les assures pour moi au cas où le taux d'intérêt changerait. Voulez-vous assurer ces obligations pour moi? Combien cela vous coûterait-il? Vous me donnez un prix et je réponds « C'est une bonne affaire. J'obtiendrai une prime pour avoir mis en place une assurance et vous également pour avoir pris l'argent pour souscrire à l'assurance.
Mais je travaille dans une autre banque, c'est une bonne affaire. Et moi, j'ai entendu dire que vous veniez de les acheter. Je me suis dit que je pourrais aussi les acheter parce que je connais un gars qui paierait 2 cents de plus en Arabie Saoudite ou en Chine et je pourrais me faire 50 000 dollars. Vous alors, vous êtes très loin du modèle de base. En fait, c'est comme avec les principes d'assurance d'avant. Combien de personnes peuvent assurer la maison d'un autre? Chaque habitant du quartier peut-il souscrire une police d'assurance de 100 000 dollars sur la maison et percevoir ces 100 000 dollars si la maison brûle? En tant qu'Américains, nous manquons de perspicacité et ne pensons pas à long terme. La littératie financière n'était pas aussi compliquée il y a 100 ans. On avait un peu d'argent et on ne disposait probablement même pas de compte en banque. Vous payez vos factures, les faisiez circuler et les gardiez sous le matelas. Chut, ce n'est pas là que se trouvent les miens. Les produits dérivés essentiels de nos marchés financiers aujourd'hui sont en fait ceux qui ont fait s'effondrer le système financier en 2008, à savoir les couvertures de défaillance de crédit et les titres adossés à des créances. La couverture de défaillance de crédit est en fait une sorte de contrat d'assurance, qui dit en substance, si certains actifs sur les marchés perdent de la valeur, l'assureur doit me verser une commission. Et c'est là toute la beauté de la couverture de défaillance de crédit, c'est qu'il n'était pas encore nécessaire de détenir l'actif soi-même. C'est comme si je prenais une assurance incendie sur la maison de mon voisin, et si elle brûle, je touche une prime. La valeur de ces transactions financières est beaucoup plus importante que le capital tangible réel qui concerne essentiellement les maisons des familles et les ménages. La valeur notionnelle du marché des produits dérivés est de 600 000 milliards de dollars. Et c'est à peu près, disons, 8 à 10 fois supérieur au PIB mondial. Une ville américaine dont la valeur immobilière s'élève à des milliers de milliards de dollars, ou du moins à des centaines de milliards, n'existera plus. Comment cela fonctionne dans le secteur bancaire, dans les marchés de l'assurance et de la réassurance? Qu'est-ce qui a été garanti sur ce bien immobilier? Il ne s'agit pas seulement de différents acteurs qui échangent sur différents marchés ou durant des transactions juridiques. Notre système financier est tel que nous avons de grandes banques, des méga-banques, des banques trop grandes pour faire faillite et qui opèrent très souvent des deux côtés d'un même marché. Les grandes banques ne connaissent pas nécessairement le niveau de risque que leur banque homologue dans un autre pays est prêt à assumer. Personne ne comprend vraiment les interdépendances juridiques qui sont intégrées dans ces contrats et qui peuvent, en fin de compte, faire s'écrouler l'ensemble du système financier. Le système est tellement compliqué que la responsabilisation diminue. C'est donc ici que se trouve la véritable valeur ajoutée. Ce sont là toutes les transactions qui s'appuient sur de l'économie réelle. Et puis il y a Dougherty. Il n'y a pas grand-chose à voir dans la petite ville de Dougherty aujourd'hui. Quand j'étais enfant, c'était une ville qui avait un magasin général, une église et un bureau de poste. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'agriculture et l'Amérique rurale ont eu un avant-goût de l'automatisation qui va frapper le reste du pays au cours des 10 prochaines années. Nous sommes ici sur la grande place de la ville de DeWitt, dans l'Arkansas. Et si vous regardez autour de vous, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de commerces animés ici, mais l'un des plus fréquentés est le département des services sociaux. En définissant l'économie réelle, n'oublions pas les exploitations agricoles. 88% d'entre elles demeurent de petites exploitations familiales. Voici un silo d'entreposage de céréales de la ferme familiale de mes parents. C'est la maison de mon père.
Il va avoir 87 ans et ma mère 85 ans. Ils vivent ici depuis 1956. Donc, ça fait déjà plusieurs années. Nous sommes une équipe. Pendant combien de temps faut-il qu'il pleuve intensément, qu'il fasse chaud, qu'il gèle au mauvais moment pour que les récoltes ne se fassent pas une seule fois? Nous protégeons nos agriculteurs. Nous leur donnons une assurance récolte et cette assurance est subventionnée. Nous avons des services de vulgarisation agricole qui financent cela, même si ce n'est pas la totalité des coûts. Il s'agit d'une économie de marché, mais aussi d'une question de sécurité nationale. Le programme fédéral d'assurance des récoltes a été mis en place en réponse aux effets du Dust Bowl et de la Grande Dépression. De très nombreuses régions des États-Unis ont été gravement touchées par le Dust Bowl. De nombreux agriculteurs ont tout perdu. Outre le fait que la majorité des Américains ont été dévastés par la Grande Dépression, les agriculteurs ont beaucoup souffert durant cette période. De nombreuses parties des plaines étaient complètement recouvertes de poussière. De nombreuses récoltes ont été perdues à cause du climat, des conditions météorologiques extrêmes et des insectes. Et ce sont les événements à grande échelle, comme l'a dit mon père, qui inquiètent tout le monde. Par exemple, une grande sécheresse. Je pense que notre aquifère dans certains endroits n'est plus que de 20%, et dans beaucoup d'endroits de 50%, et nous utilisons plus d'eau que nous ne l'avons jamais fait. Nous avons nos propres usines de pompage et nous construisons des canaux. Il s'agit en fait de la première phase. Nous essayons d'acheminer l'eau jusqu'à ce bio indien que nous utiliserons ensuite comme une source principale d'approvisionnement en eau. Dans l'Arkansas, nous aurons un épisode de sécheresse à chaque saison de croissance. Peu importe que nous venions de subir une inondation comme celle que nous avons connue ici la dernière fois, dès que nous en sommes sortis, nous avons dû irriguer parce que notre sol n'est pas très profond. Nous avons ce qu'on appelle un pan dur en dessous, assez proche de la surface, ce qui est favorable à la culture du riz. Oui, très. Il devient chaque jour un peu plus cher. Nous pensions que les fonds destinés aux infrastructures allaient être assez importants, mais cela n'a pas été le cas. Et les fonds fédéraux destinés à l'infrastructure qui arrivent? À l'origine, le gouvernement fédéral devait prendre en charge 65% des dépenses, l'État 10% et notre district local 25%. Beaucoup de gens en bénéficient, pas seulement les agriculteurs, mais c'est à eux de payer, car ce sont eux qui utilisent l'eau. Et je suppose que nous devrons faire tout un tas de choses de ce genre au fur et à mesure que les températures augmenteront et que le régime des pluies changera. Toutes les personnes à qui nous avons parlé de l'agriculture et des différentes méthodes d'exploitation, qu'il s'agisse de travail du sol ou de non-travail du sol, d'agriculture biologique ou non, nous ont fait part de leurs préoccupations. Chaque parcelle de terre est différente, chaque petite communauté et chaque écosystème. Alors comment un géant comme JP Morgan peut-il servir une communauté comme celle-ci? Et surtout, pourquoi voudrait-il le faire? C'est la suite de l'histoire. Ce que je veux dire, c'est que ce ne sera pas rentable pour eux de venir ici et de regarder un homme qui cultive 2000, 3000 acres. Ils recherchent des exploitations de 20 à 50 000 acres pour pouvoir justifier le temps qu'ils y consacrent. Les relations avec les banques se sont également intensifiées. Mais avant, c'était des banques plus petites qui connaissaient bien votre généalogie. Si vous vous rendiez à une vente à la ferme et que vous disiez « j'aime bien ce tracteur », même s'il coûtait 27 000 $, il suffisait d'appeler la banque et de dire « j'en ai besoin ». La minute d'après, c'était dans votre compte.
Il y a 60 ans, une récolte permettait de gagner de l'argent, de payer toutes les factures, d'envoyer les enfants à l'école et de faire ses courses. Tout allait bien. Aujourd'hui, avec une récolte, vous pouvez perdre tous vos biens. Tout le monde ici, c'est la famille. Et je veux dire, si vous étiez là il y a 30 ans quand nous avons commencé, une moissonneuse-batteuse coûtait 35 000 $. Et aujourd'hui, elle coûte 400 000 $. Vous avez des machines qui, une fois que vous avez les collecteurs et tout ce qu'il faut, coûtent près d'1 demi-million de dollars. Qui est-ce qui envisage d'acheter un équipement d'1 demi-million de dollars alors que j'ai du mal à joindre les deux bouts? Le défi est de plus en plus grand chaque année. Les coûts de production et les coûts agricoles, ou simplement le fait d'être un agriculteur, même un petit agriculteur, sont presque prohibitifs. À moins que votre famille ne soit dans l'agriculture depuis des générations. Nous remercions Dieu Tout-Puissant pour cette belle récolte, alors que d'autres ont dû se battre. Oh, voilà un gars. Oui, c'est avec lui qu'on roule. Vous allez tous monter avec lui. D'accord, merci Zach, on se voit là-bas. Posséder une exploitation agricole, c'est comme posséder une maison. Il faut nettoyer les gouttières, balayer le trottoir. Vous devez effectuer certains travaux d'entretien chaque année pour le maintenir en bon état de fonctionnement. Avant l'automatisation, tout ici était écrit à la main. 24 janvier 1955, yep, et tous les jours. Et c'est tout ce qui s'est passé pendant cette journée, tout l'argent qui est arrivé. Ils ont fait 4 prêts. Voici par exemple les prêts que nous avons contractés ce jour-là. Et vous voyez la taille des prêts, 150, 500 $. Dans les campagnes américaines, non seulement dans notre communauté rurale, mais aussi dans d'autres, il y avait beaucoup de petites banques communautaires qui étaient très proches de leur communauté et de leurs habitants. Elles essayaient de les aider à développer leur activité et à faire évoluer leur vie. Je crains donc ce que le paysage nous réserve dans l'avenir. Vous n'êtes qu'un numéro. Le numéro CUSIP d'un titre obligataire, et voici où vous devez envoyer votre chèque. Il est de plus en plus difficile pour ces agriculteurs de rester en activité parce qu'ils ne peuvent pas obtenir de financement, parce que chaque année, ils subissent des pertes et qu'il n'y a plus d'espoir de... Les prix ne s'améliorent pas l'année d'après, peu importe le type de catastrophe naturelle et d'événements qui se produisent. L'agriculteur prend donc de plus en plus de retard. Certains d'entre eux sont actuellement en train de mettre la clé sous la porte. Ils doivent vendre leur matériel et céder la ferme à quelqu'un d'autre. C'est en fait quelque chose sur lequel je n'ai aucun contrôle. Aucun d'entre nous, d'ailleurs, en Angleterre ou en Arkansas, n'a de contrôle dessus. À la dernière, celle de 2008, quand ils ont dit que les banques n'auraient plus d'argent à prêter à vos agriculteurs, plusieurs agriculteurs s'arrachaient les cheveux. L'un d'eux demandait « Allez-vous pouvoir me prêter suffisamment d'argent pour terminer cette récolte ?» J'ai fini par lui dire « Rentrez chez vous et regardez Andy Griffith. Arrêtez de regarder CNN et Fox. Vous savez, pour autant que je sache, nous aurons l'argent et on va s'occuper de vous. Vous devez arrêter de regarder tous ces trucs. Arrêtez de vous inquiéter. » Oui, car vous n'avez aucun contrôle. Quelques semaines plus tard, il est revenu et a dit « Vous savez, c'est le meilleur conseil que j'ai reçu depuis le début de l'année. Nous recevons plus 1 centimètre de pluie. C'est soit 3 centimètres, soit rien du tout. C'est d'un extrême à l'autre. » Beaucoup de restrictions sur les banques sont en train d'être levées. Nous avons donc toujours le commerce de produits dérivés, bien qu'on en ignore encore les contours.
Il y a des centaines de milliers de milliards de dollars, 600, peut-être 800 milliers de milliards de dollars de produits dérivés sur les marchés d'échange qui ne peuvent pas être couverts. C'est comme si, après les années 1980, on avait dit « Oh, Gordon Gekko est un type bien. Il nous a appris que la cupidité est une bonne chose. Regardez ce que ça nous a apporté. » C'est un cycle en Amérique. Il faut créer de la richesse et on ne peut pas en créer en la prenant aux autres par le biais des impôts. On doit inciter les gens à créer de la richesse et c'est ce qui a été le grand « Ok, mais attends une minute ». C'est la grande vertu de la démocratie occidentale depuis 300 ans, mais c'est aussi la plus mal comprise. Revenons aux États-Unis de l'après-guerre civile et de son développement. Le développement s'est fait sur des terres dont les gens ont été littéralement tués et chassés, et ils étaient là genre « Hé mec, regardez toutes ces terres libres !» Et c'est ainsi que l'argent a été gagné. Vous devez vous résoudre à l'idée que nous puissions faire mieux à l'avenir. Le capitalisme américain peut paraître sans cœur, mais si vous regardez la guerre civile américaine et ce qui s'est passé juste après, nous avons industrialisé l'Amérique, nous sommes entrés dans l'âge d'or. Des gens ont regardé ces barons voleurs et ont dit « Cela ne peut pas durer ». Et nous nous sommes retrouvés dans le mouvement progressiste. C'est l'ère de Reagan. L'ère Reagan a été le relâchement de l'État administratif. C'était une sorte de laisser les grandes entreprises s'agrandir. Il faut faire de l'argent. Faisons tout avec de l'argent. Laissons les organisations caritatives s'occuper des gens. Oublions les programmes gouvernementaux. Et c'est ce qui se passe depuis l'élection de Reagan. J'ai grandi dans une Red Family dans les années 80. Je suis tombée amoureuse de Ronald Reagan. Je l'idolâtrais. Je voyais Reagan et je me disais, je veux son job. En fait, mes parents m'ont dit que je lui avais envoyé un billet d'$1 par la poste. J'ai envoyé le billet avec ma photo dessus. La maxime est « Doveriae, no proveriae ». Faites confiance, mais vérifiez. Je voulais faire de la politique. Je voulais être la première femme présidente des États-Unis. Je trouvais cela fascinant. Nous pouvons laisser à nos enfants une dette massive et irrécupérable et une économie anéantie, ou nous pouvons leur laisser la liberté dans un pays où chaque individu a la possibilité d'être tout ce que Dieu a voulu qu'il soit. Les gens aiment à dire que l'économie est une science, mais en réalité, elle suit la politique. Keynes s'est penché sur la question, il a vu la nécessité politique de le faire. C'est ainsi que nous avons compris la macroéconomie. Friedman est apparu et s'est penché aussi sur la question. Il a constaté que les dépenses étaient déficitaires, que le gouvernement était contrôlé et que les impôts étaient élevés, et il s'est dit qu'il devait y avoir une meilleure façon de procéder. Il a réinventé l'économie classique et on l'a renommée économie néolibérale. Citer Milton Friedman et dire que l'économie des États-Unis devrait être jugée en fonction du nombre d'importations et non d'exportations, je me suis dit qu'il s'agissait probablement d'une erreur de frappe ou quelque chose du genre. Je lui ai donc demandé « Vous êtes sérieux ?» L'économie à effet de levier commence en 1980 ou à peu près de cette période-là. À la fin des années 70, on commence à s'y intéresser. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a deux parties. D'abord, virer les flics, pas les flics de Main Street, ceux de Wall Street, les relâcher, laisser les banques faire ce qu'elles veulent. Nous voici donc 40 ans après l'ère Reagan, et les gens regardent tout ce qu'il a réalisé. Il a rendu beaucoup de gens très riches. Nous avons gagné la guerre froide pendant cette période, pas nécessairement à cause de cela, mais nous l'avons gagnée. L'Amérique est devenue cette puissance suprême. Mais pour le peuple américain, ça n'a pas été bon. Je le sais bien. Leurs salaires réels ont baissé. Les gens regardent en arrière et veulent rendre l'Amérique aussi grande qu'elle l'était dans les années 50. C'est à cette époque que le taux marginal d'imposition était de 91%. Je sais. Ma mère adorait Ronald Reagan. Elle le regardait tous les dimanches soirs sur General Electric Theater. Sa formule de conclusion était « Chez General Electric, le progrès est notre produit le plus important ».
Que dirait le faux Reagan si vous lui disiez que General Electric dépense plus d'argent en rachat d'actions qu'en recherche et développement? En 1950, le rachat d'actions était illégal. C'était considéré comme une manipulation du marché. Aujourd'hui, les analystes en investissement diraient « Beaucoup d'entreprises sont vraiment intelligentes. Je pense que leurs actions vont continuer à prendre de la valeur parce qu'elles ont un très bon programme de rachat d'actions. » C'est inutile pour l'économie. L'Américain moyen vit avec le PIB de 1980. Oui, il est clair que le monde a changé et que les produits proposés ne sont plus les mêmes. Mais pour ce qui est du niveau de vie, disons qu'il est moyen dans la mesure où nous pouvons le mesurer. Le niveau de vie ne s'est pas amélioré. Les entreprises financent leurs investissements à partir de leurs bénéfices, c'est ce que beaucoup pensent. Or, si l'on prend les 500 plus grandes entreprises américaines, 50% des bénéfices sont versés sous forme de dividendes. 50% des bénéfices sont utilisés pour racheter des actions. Tous les bénéfices se dissipent, disparaissent. Alors comment financent-elles leurs investissements? La dette? La dette. Le président s'est dit surpris de l'effondrement des marchés hier. Il est toujours aussi populaire grâce au boom économique dont l'Amérique a bénéficié sous sa direction. Il n'y a jamais eu autant de travailleurs dans l'histoire de l'humanité et notre productivité est croissante, tout comme notre production manufacturière. Il n'y a pas d'inflation galopante comme par le passé. Comme je l'ai dit, je ne pense qu'il ne faut pas paniquer car tous les indicateurs économiques sont solides. Mais les signes avant-coureurs sont là depuis longtemps, dans les usines fermées de nombreuses petites villes américaines. Il y a cette notion de milliardaire qui crée de l'emploi, et c'est ce qu'on appelle l'économie du ruissellement. Le problème, c'est que cela ne s'est jamais produit dans l'histoire. L'économie de ruissellement n'existe pas. Cela n'existe tout simplement pas. C'est en quelque sorte de l'économie vaudou. Lorsque vous placez les personnes les plus intelligentes du monde dans la finance, ce que nous avons fait au cours des 25 dernières années dans ce pays, vous ne pouvez pas freiner leur imagination et leur créativité. La vitesse et l'ampleur des changements économiques mondiaux ont dépassé les systèmes nationaux de règles et de réglementation. Notre premier test consiste donc à convenir d'une supervision plus stricte et plus transparente des banques, des fonds spéculatifs et de ce que l'on appelle le système bancaire parallèle mondial. Après tout, je suis un banquier agréé. Nous sommes une petite banque. Lorsque nous recevons les régulateurs, ils s'intéressent aux procédures opérationnelles standardisées et recherchent la diligence raisonnable sur les projets que nous avons réalisés. C'est assez simple. Dans une grande banque, Wells, JP Morgan ou Goldman, on se demanderait « qu'est-ce que c'est ?» Je vois des courriels et, en gros, ils ne comprennent pas parce qu'ils n'y travaillent pas. Ils ne l'ont pas inventé. C'est comme essayer d'enseigner la théorie de la gravité quantique à des gens qui ont suivi un cours de physique au lycée et qui inspectent Stephen Hawking ou quelque chose comme ça. La Terre est un système naturel limité qui ne peut pas s'étendre indéfiniment. La beauté du code juridique et des produits dérivés, c'est que nous pouvons l'étendre autant que nous voulons. Nous créons toujours de nouveaux types d'actifs, de nouvelles astuces juridiques en fin de compte. Et les deux systèmes ne sont pas facilement compatibles. Si vous êtes très riche, jouez avec votre argent et perdez-le à Las Vegas. C'est votre choix et votre problème. Mais si vous perdez votre argent ici, c'est notre problème. Le marché ne peut pas punir pour des choses dont il ne sait rien. Ils n'ont tenu compte d'aucun des risques que tout cela pourrait engendrer. Les catastrophes naturelles pourraient avoir des répercussions majeures sur notre système financier, simplement parce qu'elles n'auront aucun effet sur la valeur des actifs. La nouvelle loi permet aux 12 banques de la Réserve fédérale d'émettre des devises supplémentaires sur la base d'actifs de bonne qualité et, par conséquent, les banques qui, à l'ouverture, pourront répondre à tous les appels légitimes. C'est une monnaie saine parce qu'elle est adossée à des actifs réels. La réalité, c'est qu'il y a un événement.
Lorsque cet événement se produit, tout le monde se réveille et il y a malheureusement ce que nous appelons dans un système financier la contagion. Et les clients se déchargent des actions, ils essayent d'obtenir le remboursement de leurs produits dérivés. Ils veulent encaisser leur police d'assurance et le marché commence à s'effondrer. Lorsque cela se produit, tout le marché est en alerte. Dans le cas du changement climatique, il ne s'agit pas seulement de l'impact direct, mais aussi de la possibilité de contagion. Contagion économique, financière, tout à fait. Ce ne sont que des prévisions et, comme toujours, elles évolueront avec l'arrivée de nouvelles informations. Mike, sonne la cloche! Sonne la cloche! Nous avons clairement indiqué que nous allions renflouer ces acteurs financiers. Nous les renflouerons. Cela ne peut pas durer. Si ça fonctionne, c'est uniquement parce que les banques centrales interviennent et achètent des actifs. Récemment, il a été proposé à la Banque centrale européenne de commencer à acheter des actions de sociétés. Il ne s'agit donc pas seulement de dettes, mais aussi d'actions. Nous socialisons ainsi l'obligation de créer des rendements financiers pour les détenteurs d'actifs financiers, et cela ne peut pas durer éternellement. Même si tous les politiciens disent « c'est l'élection la plus importante de votre vie », ces forces ne sont pas domptées ou libérées par une seule élection. Ces dernières semaines, nous avons entendu parler du coronavirus. Et la Chine agit comme si c'était l'apocalypse des zombies. En fait, j'ai eu un peu peur du coronavirus, mec. Je ne veux pas prendre l'avion. Avons-nous un gouvernement assez compétent et organisé pour gérer une situation pareille? Non. Nous ne pouvons même pas gérer les sans-abri dans la ville de Los Angeles. Tu vois ce que je veux dire? Nous ne savons même pas comment financer correctement quoi que ce soit. Et à forte raison, une pandémie. Les Américains vivent dans l'illusion qu'ils sont incroyablement différents des autres. Lorsque j'étais à l'université, quand tout a commencé à s'effondrer dans les Balkans, tout le monde s'est dit « ces gens sont des sauvages, ils se battent entre eux depuis des centaines d'années ». C'est comme s'ils venaient de la caverne. Puis, on se rend compte que ces gens vivent dans des maisons où il y a de l'électricité, des garages pour 2 voitures, des réfrigérateurs, des enfants qui vont à l'université, mais aussi plusieurs générations qui sont allées à l'université et qu'ils parlent tous la même langue. Et ces gens se sont entretués. C'était un génocide, 250 000 morts, des camps de viol, des camps de concentration, un nettoyage ethnique. Il s'agissait d'un plan visant à nettoyer ethniquement le Kosovo et à se débarrasser de la population albanaise. Allons-nous tolérer ça? La France va-t-elle accepter cela? Je ne crois pas. Comme dans beaucoup de pays, lorsqu'un système commence à s'effondrer, dans leur cas c'était le système communiste, et dans notre cas, notre système capitaliste commence à s'effondrer et les gens se retournent les uns contre les autres parce que certains dirigeants se disent « tout le monde est en colère et je peux motiver mes partisans à prendre des choses aux autres ». L'Europe n'a pas vu autant de personnes déplacées depuis la Seconde Guerre mondiale. Tout comme le changement climatique, c'est une situation dont il faut s'inquiéter, parce que cela se produit lorsque les ressources commencent à se raréfier. On est tous humains, et donc sensibles à ce genre de choses. Nous avons prédécoupé des planches pour éventuellement fortifier les fenêtres et protéger la maison au cas où il y aurait des pillards et des incidents pareils. Oui, vous avez vu ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Nous savions qu'ils voulaient. L'ONU a dit il y a 2 semaines qu'il y aurait 1 milliard d'ici 30 ans. D'accord, 1 milliard de personnes déplacées, 1 milliard de réfugiés parce qu'ils ne peuvent plus cultiver leur nourriture comme avant à cause de la sécheresse, des inondations et de l'effondrement des systèmes. Jusqu'à quel point la situation va-t-elle empirer avant de s'améliorer? Je pense que l'opinion générale est que la situation va continuer à se détériorer pour le moment. Les prochaines pluies ne viendront pas avant longtemps. Pour le monde, c'est très négatif parce que des milliards de personnes sont délogées. Les conséquences économiques sont énormes. Peut-on avoir une société qui ait réussi aussi bien que celle-ci sur le plan matériel? Peut-elle se transformer elle-même? Tu sais, par le passé, les empires n'ont pas été capables de le faire. Que diraient les Romains? Pourraient-ils nous aider? Peu probable. Peu probable.
L'héritage de l'Amérique est romain. Tous les hommes qui ont écrit leur constitution ont étudié l'histoire de Rome. En d'autres termes, le Sénat est romain. Et il nous fait défaut tout comme le Sénat romain. Selon un philosophe grec, les gouvernements connaissent des cycles. Ils passent de la démocratie à l'oligopole, puis à la dictature et s'effondrent. Je sais qu'il s'agit d'Aristote, mais en fait, ce n'était pas Aristote, c'était un autre. Non, c'était Aristote. Non, c'est peut-être Polybe. J'ai oublié qui c'était. Je te parie que c'est Aristote. Parce que nous sommes à Las Vegas, je parie que c'est Aristote. Parce qu'Aristote a défini les 3 types de gouvernement et leur alter ego. On a donc la démocratie qui, lorsqu'elle tourne mal, devient une mobocratie. Ensuite, la monarchie qui, lorsqu'elle tourne mal, devient une tyrannie. Et l'aristocratie qui, lorsqu'elle tourne mal, devient un oligopole. Il s'appuie sur le travail d'un prédécesseur. Quel est le nom de ce prédécesseur? Nous devons le découvrir. Je ne sais pas, à toi de me le dire. Nous le trouverons. Je ne sais pas, il faut que je cherche. La richesse dérivait en grande partie du commerce des entrepôts remplis de marchandises provenant de tout l'Empire et d'ailleurs. Les richesses et les vastes ressources de l'Empire profitaient à quelques riches plutôt qu'au plus grand nombre. Ce déséquilibre et le comportement irresponsable des fonctionnaires allaient être les principales raisons du déclin de Rome. Bon, papa et moi avons fait ce pari et j'ai besoin de toi pour voir qui de nous deux a raison. D'accord? C'est à propos d'Aristote. Oh là là, je sais. Aristote a décrit la mort de la démocratie et ce qui arrive aux différentes formes de gouvernement lorsqu'elles tombent en désuétude. Pendant le Moyen Âge, surtout à ses débuts et lors de la transition vers la période médiévale, depuis l'Antiquité tardive, les inégalités sociales se sont accrues plus que jamais. Les riches sont devenus encore plus riches, tandis que les pauvres sont devenus plus pauvres. La raison en est que l'Empire romain et son gouvernement central ne soutenaient pas la partie la plus défavorisée de la population, contrairement à leurs pratiques antérieures. Ce même schéma peut être observé dans la société actuelle. La classe moyenne est particulièrement touchée, souffrant de plus en plus des répercussions de la récession que nous connaissons depuis le début des années 2000. Voyez-vous, Alessa, je sais d'après vos études que l'effondrement de l'Empire romain a été principalement un vaste, gigantesque, énorme, immense effondrement financier. À un moment donné, les empereurs se sont retrouvés à court d'argent. Il existe de nombreuses théories différentes sur les raisons de l'effondrement de l'Empire romain. Je pense que ce que nous savons maintenant, c'est qu'il y a eu un long déclin économique avant que l'Empire romain ne s'effondre, avant que les Mago-allemands ne descendent et ne conquièrent l'Italie et Rome en fin de compte. La question est donc de savoir ce qui a déclenché ce déclin économique. La disparité entre les riches et les pauvres. Onistorus, Emilorus, Oui, maintenant vous parlez latin. Oui, en latin. Les inégalités massives ne sont pas toujours politiquement viables. Les gouvernements se financent soit par la dette, soit par l'impôt. À Rome, on essayait de tirer davantage de revenus des provinces que l'on occupait, ou bien on déclenchait une autre guerre pour obtenir des revenus, pour nourrir Rome et ceux qui dirigeaient le système dans son ensemble. Je pense que c'est le dénominateur commun car nous vivons dans un système très différent aujourd'hui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ce sont nos banques centrales qui mènent l'opération de sauvetage. L'un des véritables pouvoirs des marchés financiers est qu'ils peuvent faire avancer les actions du futur vers le présent, s'il y a une politique crédible. Après tout, c'est ce que font la plupart des banques centrales.
Ainsi, les grands arbres sont difficiles à renverser. Le marché peut s'adapter à tout, à condition qu'il y ait de la clarté, de la transparence et de l'honnêteté, et je ne pense pas que ce soit le cas. Beaucoup de choses ont été à l'origine du problème, mais Rome a tenu bon pendant longtemps, jusqu'à ce qu'elle se retrouve à court de moyens économiques et de leadership. Les politiciens ont été achetés, ce contre quoi les fondateurs de notre République nous ont mis en garde à maintes reprises. Si vous devenez très riche et que vous perdez votre caractère moral, c'est fini. Eh bien, c'est là où nous en sommes, parce que nous sommes très proches d'un éventuel point de chute, et si nous ne sommes pas très prudents, nous descendrons de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Des montagnes russes, ce sera peut-être amusant, peut-être. Vous connaissez l'ancienne malédiction. Puissiez-vous vivre à une époque intéressante. C'est ainsi que tout s'est terminé la dernière fois. Sauf que cette fois, il n'y aura pas que des barbares. C'est la planète elle-même qui sera en feu. Le feu est toujours actif dans cette zone. Restez en alerte et sachez ce que vous ferez si le feu menace. In the smoky aftermath of the worst start to fire season anyone can remember, while some search for solutions, others want someone to blame. Nous devrions probablement faire une pause et laisser les choses se mettre en place, faire un entracte. L'ingéniosité financière fait partie de ce système depuis que les Hollandais ont inventé le... D'accord, mais une grande partie n'est pas financière. Société à responsabilité limitée et Lloyd's of London. Mais papa, écoute, les gens deviennent assez... Tout le monde pensait que Bernie Madoff était un génie. Les investisseurs étrangers regardaient les États-Unis et disaient « Les États-Unis sont les meilleurs. C'est l'endroit le plus sûr au monde pour placer mon argent. » Je veux dire que ce que nous avons eu, je crois, 5, 6 événements de type biblique. Nous continuons à en avoir, alors je dois m'interroger sur la validité de la valeur et la viabilité de mon terrain à long terme. Il y a un peu plus de 7 ans, l'ouragan Sandy est passé par ici, causant des dizaines de milliards de dollars de dégâts matériels, et depuis, New York a construit plus grand, plus haut et plus cher. Parce que c'est nous, le peuple, qui devons payer l'assurance si un autre ouragan vient frapper la ville de New York. Le National Flood Insurance Programme est un programme d'assurance publique géré par le gouvernement fédéral. Il est géré par l'Agence fédérale de gestion des urgences. Il fournit une assurance contre les inondations à la quasi-totalité des propriétaires et des petites entreprises du pays. Alors c'est un programme assez inhabituel. La plupart des autres pays disposent de marchés privés pour l'assurance contre les inondations, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. C'est une mesure complémentaire subventionnée par le gouvernement qui vise à faire payer tous les citoyens, dans une certaine mesure, la facture des propriétaires côtiers. Pour construire un énorme complexe immobilier dans une plaine inondable de la ville de New York, il faut évidemment beaucoup de capitaux. Les acteurs municipaux de la ville de New York sont très intéressés par la poursuite de la promotion d'une version de la ville de New York, dans laquelle une grande partie des terres disponibles restent viables pour un développement économique continu parce que les taxes foncières sont très importantes ici, comme ailleurs. À l'origine, le programme national d'assurance contre les inondations était censé empêcher la construction dans les zones à très haut risque. Les zones où la vitesse des courants d'eau est élevée, en particulier les voies d'inondation le long des rivières, où l'eau se déplace à la même vitesse que la rivière, les zones d'ouragan, où l'onde de tempête arrive. Il est pratiquement impossible de construire un bâtiment vraiment sûr lorsqu'un mur d'eau de 2,5 mètres de haut s'abat sur vous lors d'une onde de tempête. Beaucoup d'intérêts particuliers s'en moquent, l'industrie de la construction par exemple.
Ils aimeraient construire une maison sur la plage pendant que la marée est basse, à condition de pouvoir la vendre avant que la marée ne remonte. Et une fois qu'ils l'ont vendue, bien sûr, le risque est désormais assumé par quelqu'un d'autre. La façon dont les acteurs financiers ont sécurisé les prix hypothécaires avant la dernière crise financière est toujours d'actualité. Ainsi, les entrepreneurs en bâtiment veulent tous minimiser le programme d'inondation. La ville veut le minimiser, maintenir les élévations sur les cartes et lutter contre le fait que chaque carte publiée par le NFIP entraîne des problèmes, des retards dans la mise en œuvre, voire une absence de mise en œuvre. Les communautés côtières se trouvent sur des terres parmi les plus précieuses du pays et, par conséquent, les gens vont se battre pour protéger leur investissement. Je me suis dit que la ville ne m'obligerait pas à souscrire à une assurance contre les inondations. Mon agent immobilier ne m'a pas dit que je devais avoir une assurance inondation. Honnêtement, on ne regarde pas les cartes inondations quand on emménage dans un quartier. On tombe amoureux de la maison, c'est tout. 85% des habitants de mon quartier n'étaient pas assurés. Abri. Les États-Unis sont particulièrement enclins à la construction dans des zones physiquement vulnérables et susceptibles d'être touchées par des catastrophes, en raison de leur dépendance à l'égard des autorités locales, en particulier pour les décisions de zonage. Cela fait partie des fondements des États-Unis, des droits des États et des droits des locaux, et présente de nombreux avantages mais aussi un inconvénient majeur, à savoir que les gouvernements locaux dépendent des revenus provenant de leurs bâtiments, de leurs résidents qui construisent et vivent dans leur localité, ce qui signifie que tous les résidents profitent du développement. La politique de donation est tellement liée aux valeurs foncières aux États-Unis que si les valeurs foncières baissent, les évaluations fiscales s'ajustent pour refléter cette baisse, ce qui se traduit par une diminution des recettes fiscales et donc des investissements dans les équipements locaux, les écoles et les transports publics locaux. Au Texas, il n'existe pas d'impôt sur le revenu. C'est une autre raison pour laquelle j'aime vivre ici. Car c'est bon marché, mais les habitants sont taxés sur leurs terres. Les cartes qui permettent de savoir où se produiront les inondations dans 100 ou 500 ans sont tellement dépassées et ne sont plus fiables, à tel point que le risque et le coût de ce risque, même au sein du secteur des assurances, ne sont pas aussi précis qu'ils devraient l'être pour que nous puissions apprécier le coût du climat. Les compagnies d'assurance ont trouvé des moyens de prendre une police d'assurance, de la transformer en titre et de la transférer à des marchés de capital risque, afin qu'ils n'aient pas vraiment à payer, ce qui signifie qu'ils sont prêts à souscrire de plus en plus de biens immobiliers, poussant ainsi les populations à continuer de construire dans des zones à risque. Je ne pense pas que quelqu'un qui, pour visiter une maison, doit traverser des inondations aimerait l'acheter. Ce sont mes économies. Oui, ce sont mes économies. C'est comme ça que je vais aider mes enfants à assurer ma retraite. Mais aujourd'hui, parce que vous l'avez acheté dans une région où le niveau de la mer augmente, vos économies ne sont peut-être plus aussi bien garanties. Pour convertir ces économies en liquidité, il doit pouvoir vendre la maison. Mais plus personne n'assurera le prochain prêt hypothécaire sur 30 ans. Qu'arrive-t-il à John? John a perdu son épargne retraite. Ok, donc John est maintenant littéralement dans la rue. La belle maison que nous allons acheter en Floride pour prendre notre retraite, c'était leur maison en Floride. Ils allaient déménager en Alabama. D'accord, ils ne déménagent pas. Ils peuvent toujours déménager en Alabama. Ils vivront peut-être dans un parc de caravanes. Les inondations relèvent de la compétence du gouvernement américain d'une manière très particulière, alors que les incendies sont souscrits par des assureurs privés. En ce qui concerne les risques d'incendie, certains des principaux assureurs font faillite, à la suite d'événements tels que les incendies de forêt en Californie, qui peuvent entraîner la faillite d'un assureur, dont les engagements en cours dépassent ce qu'ils peuvent rembourser. Nous avons commencé à discuter et tu m'as parlé de l'achat d'une maison à Sausalito.
Que s'est-il passé? Nous avons appelé la compagnie d'assurance 2 jours avant, 2 ou 3 jours avant, et nous leur avons dit que nous allions conclure dans quelques jours. Après, ils nous ont rappelés pour dire « on ne peut pas assurer cette maison ». Et j'ai rétorqué « Quoi ?» Et ils ont dit « Oui, c'est sur une liste de quartiers que nous n'assurons plus. » En gros, tous ces quartiers ne seront pas assurés. Ils nous ont aussi dit qu'ils ne savaient pas s'ils allaient encore assurer le propriétaire actuel de la maison. C'est donc tout un ensemble de maisons d'une valeur de plusieurs milliards de dollars à travers l'État qui va avoir un problème d'assurance. Les compagnies d'assurance assurent pour un an. Si la situation s'aggrave, les compagnies d'assurance ne pourront certainement pas venir à la rescousse de ces propriétaires. Ces risques climatiques latents, cachés, qui peuvent exister dans différents endroits sur différents marchés du logement, pourraient, s'ils venaient à éclater, faire s'écrouler tout le système financier. Aujourd'hui, cette maison est vendue 49 000 dollars. Au plus fort du marché, elle a atteint environ 250 000 dollars. Ce ne sont pas seulement les propriétaires qui perdent leurs actifs, mais aussi les intermédiaires financiers qui perdent leurs créances. Ceux qui ont acheté les hypothèques sécularisées et d'autres actifs relatifs, comme nous l'avons vu lors de la crise de 2008. Et à moins que nous ne soyons prêts à continuer à faire le même chèque encore et encore, nous devons penser à vérifier si nous avons suffisamment renforcé les services publics et l'infrastructure autour de ces maisons afin qu'elles puissent résister à ces tempêtes à l'avenir. Ou devrions-nous en fait ne pas permettre l'investissement de capitaux qui seront soumis aux conditions du changement climatique de manière négative? Les conditions du changement climatique sont négatives et nous devons y réfléchir. Oui, ça fait très peur. C'est très coûteux. Certains y pensent, mais personne ne l'a encore fait. Du point de vue des compagnies pétrolières, la plupart des actifs majeurs aux États-Unis et dans le monde se trouvent sur le littoral. De ce point de vue, les usines sont tout aussi vulnérables que les maisons d'habitation. Le golfe du Mexique regorge beaucoup d'infrastructures offshore, mais elles sont reliées à un grand nombre de pipelines qui se trouvent directement sur le littoral. À mesure que le littoral s'érode, ces pipelines deviennent visibles et vulnérables, et donc doivent être enterrés plus profondément. À défaut, des infrastructures doivent être mises en place autour d'eux pour les protéger. En effet, le renforcement de l'infrastructure, les services publics et les incendies sont liés à cela, ou aux pipelines. Tout le monde se demande comment les protéger à l'avenir. La nature va éroder les fondations de notre économie. Parfois, lorsque je me trouve dans un endroit comme celui-ci, j'imagine ce que ce serait de vivre dans une région sans un sou en poche, fuyant un effondrement économique, parce que nous possédons beaucoup de terres, certes. Mais si je devais survivre ici, et que je n'avais pas d'argent pour me fournir en énergie ou en eau dans une zone plutôt aride, même si nous aimons la nature vierge et que nous aimons y faire des randonnées, chasser et camper, toutes ces choses sont possibles grâce à la technologie que vous avez achetée dans les magasins. La tente, le fusil, la lampe de poche, le briquet sont fabriqués dans des communautés humaines, dans des usines, et non par des personnes en fuite à court de capitaux. Tout est une question de capital. Voici donc la dure réalité. Le capital circule là où il peut rapporter le plus d'argent à son propriétaire. Une ville comme celle-ci, qui était remplie de mines d'argent, est un bon exemple de la théorie de la recherche de nourriture, où si vous êtes un animal, où cela s'applique également aux humains, vous avez le choix entre deux choses, l'une facile à obtenir et l'autre difficile à obtenir. Si ce qui est facile à obtenir vaut plus, c'est ce que vous allez choisir.
C'est ainsi que naissent les villes champignons, parce qu'à un moment donné, l'argent était vraiment facile à obtenir et valait quelque chose. Puis, lorsque le marché et l'argent s'est effondré, il ne valait plus rien. Alors ils sont partis à la recherche de la prochaine mine la plus facile à exploiter. Ces schémas de capital ne changent pas avec le temps. Le capital recherche toujours le rendement le plus élevé, et dès que ce rendement n'est plus satisfaisant, il se retire et va ailleurs. Le capital peut être considéré comme l'argent qui va être utilisé pour créer quelque chose. Les gens sont très myopes. Ils se contentent de regarder ce qu'ils ont sous les yeux, le portefeuille, comment gagner de l'argent à court terme. Comment ça va, Franck? Nous regardons autour de nous et nous nous rendons compte que c'est ici le siège de tout le capital du monde. C'est vrai. Et je suppose qu'ils veulent tous vivre au-delà de 2050 et que nous devons changer. Sont-ils en train de frapper à votre porte pour investir? Non, pas du tout. Nous devons chercher le bon type d'investisseur pour nos projets. Et lorsque nous trouvons les investisseurs pour nos projets, il est extrêmement difficile de créer la valeur ou d'extraire la valeur de nos projets que les investisseurs reconnaissent immédiatement. Si quelqu'un peut obtenir un rendement de 15% sur son argent en utilisant des produits dérivés, pourquoi voudrait-il obtenir un rendement de 5% sur son argent en utilisant des énergies renouvelables? Parce qu'il pourrait utiliser le crédit d'impôt à l'investissement. Tout le monde veut un rendement et tout le monde veut maximiser son rendement. Et seuls les groupes qui, à ma connaissance, peuvent maximiser leur rendement sur les projets d'énergie renouvelable aujourd'hui sont les personnes fortunées qui ont des revenus passifs. Et qu'entendons-nous par personnes fortunées? Je pense que beaucoup d'Américains pensent que si quelqu'un a 500 000 $, c'est une personne riche. Je parle de personnes qui possèdent des centaines et des centaines de millions de dollars de patrimoine. Au minimum, une centaine de millions de dollars de patrimoine net. Je dirais que oui, mais peu de personnes, peut-être moins de 1% de la population, ont ce type de portefeuille d'investissement ou des investissements générant des revenus passifs. D'autres commentaires? C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Parfait. Ainsi, lorsqu'il n'y a pas d'investissement sur le marché en faveur de la technologie qui contribuerait à trouver des solutions aux problèmes du climat, des énergies renouvelables et des énergies propres, cela se répercute sur l'ensemble du cycle de vie, sur l'ensemble du flux d'affaires. Lord Keynes, le fondateur de la macroéconomie, a posé la question suivante. Pourquoi les gens investissent-ils? Et honnêtement, il n'y a pas de réponse. Il parlait d'esprit animal. Je peux vous dire que l'homme a une aversion pour le risque. Et après 2008, c'est encore pire. Lorsque je participe à ces conférences commerciales et que je vois mes amis, une fois j'ai demandé à celui qui vaut 100 millions de dollars, « Sur quoi travailles-tu en ce moment ?» Il m'a répondu que sa situation actuelle lui plaît bien, qu'il a une maison au Mexique et qu'il s'occupe de ses petits-enfants, mais qu'il ne veut pas prendre trop de risques. Il ne créait pas d'emploi pour les autres, du moins pas directement. C'est l'esprit animal qui règne actuellement dans une trop grande partie du monde des affaires. La seule façon de remplacer cela est donc de faire appel à l'initiative gouvernementale. Le canal aérien, le chemin de fer transcontinental, le canal de Panama, le programme spatial, le réseau autoroutier inter-États. En aucun cas, un groupe d'entrepreneurs ne s'est réuni pour dire « Construisons le réseau autoroutier inter-États ». Non. C'est un rêve qu'Ike a lancé en 1955 à la suite d'une étude réalisée pendant la Seconde Guerre mondiale qui montrait que les autoroutes étaient nécessaires à la sécurité nationale. Ce n'est pas une politique partisane. Personne n'a le monopole de la vérité. Et sur les faits qui affectent ce pays, nous devons travailler ensemble. Les États-Unis sont très désagrégés. Nous avons 50 États, une nation, de nombreux comtés, de nombreuses régions, des dizaines de milliers de villes,
qui ont tous leur mot à dire sur la façon dont les choses se passent. Et il est difficile de nous faire collaborer sur certains projets, à moins que nous ne soyons tous d'accord sur leur nécessité et que nous ressentions une certaine urgence à les mener à bien. Si les études militaires australiennes, américaines et britanniques sont toutes fondées, il nous reste environ 30 ans avant que la civilisation ne s'effondre, si nous ne faisons rien. Ce qui, je suppose, n'offre pas un bon taux de rendement. D'accord. Donc, Wes, il y a ceux en fait qui vous diront que nous avons peut-être déjà dépassé le point de basculement, mais je ne suis pas de cet avis. Si vous souscrivez à cette idée, l'investissement dans l'éolien et le solaire n'est pas pertinent. Quelle est la chose la plus précieuse au monde? Le plus précieux, ce sont les réserves de pétrole du sous-sol. Ce pétrole vaut plus que le PIB des États-Unis, plus que le marché boursier, plus que les marchés boursiers de tous les pays occidentaux, et ceux qu'ils possèdent veulent qu'il soit utilisé. L'Arabie saoudite a beau dire qu'elle va renoncer à une économie basée sur le pétrole, elle va avancer à son rythme et elle a besoin de ces pétrodollars pour y parvenir. Les coûts sociétaux actuels sont bien plus importants que les coûts économiques de l'extraction du pétrole. Il faut donc reconnaître l'impact sociétal et faire en sorte que ceux qui produisent et vendent le pétrole et ceux qui l'achètent payent le coût total de son utilisation. Pour ce faire, il faut une taxe. Mais nous ne l'avons même pas fait pour la sécurité. Pour être réaliste, nous avons subventionné l'industrie pétrolière pendant 50 ans en renversant des gouvernements, en protégeant les voies de navigation, les gazoducs, alors que nous n'avons même pas pu le faire lorsqu'il était question de leur demander de payer pour leur propre extraction et leur propre sécurité. C'est vrai. Mais l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas pu le faire, c'est que nous n'avions pas vraiment d'alternative. Quel est ce bruit? Nous n'avions pas vraiment d'alternative technique. Des ingénieurs ont travaillé sous le feu pour éteindre les oléoducs incendiés par les troupes irakiennes battant en retraite. Les graisses animales et le suif ne peuvent plus répondre aux besoins croissants en bougies et lubrifiants. L'huile de baleine, qui a longtemps été le principal produit d'éclairage, se raréfie. Pourtant, la demande de lumière artificielle augmente. En 1850, une lampe capable de brûler efficacement un produit raffiné du pétrole est inventée. Du pétrole! Du pétrole! Au début de la production pétrolière, on utilisait la vapeur pour le forage, pour le montage des différents équipements, et cette vapeur était probablement produite en brûlant du bois ou du charbon. On utilisait donc du bois ou du charbon pour obtenir du pétrole. Aujourd'hui, nous utilisons l'électricité pour obtenir du pétrole. Nous utilisons le gaz pour obtenir du pétrole. En gros, nous utilisons une forme d'énergie pour en obtenir une autre. C'est l'un des aspects interconnectés de l'énergie dont l'interdépendance surprend beaucoup de personnes. Notre économie ne repose pas sur une seule forme d'énergie, mais sur plusieurs. Une partie de cette équation, certainement à court terme et dans la période qui vous préoccupe, consiste à moduler la consommation et à ajuster les comportements culturels. Mais les gens n'en parlent pas. Personne ne veut blâmer qui que ce soit. Si vous voulez blâmer l'industrie, eh bien, l'industrie existe parce que les gens achètent leurs produits ou les utilisent. Ils sont donc les consommateurs ultimes. Allons-nous imposer une taxe carbone? Allons-nous les punir? Ou peut-être parce qu'une partie de l'équation est que nous acceptons tous la responsabilité et que nous obtenons un changement culturel pour revenir à la situation d'il y a 20, 30 ou 40 ans? C'est possible, mais c'est difficile. Le plus gros impact que chacun peut avoir, c'est au niveau du logement, du transport et de l'alimentation. Il s'agit là de problèmes structurels importants qui ne peuvent pas être résolus de manière adéquate en changeant la marque des serviettes en papier que vous achetez. Nous vivons dans une société de consommation d'énergie. Nous devons être conscients que rien n'est gratuit. Nous devons être conscients que tout coûte de l'énergie, quoi que nous fassions.
Ce n'est pas ce à quoi ressemble l'espace public aux États-Unis, mais j'ai remarqué qu'ici, aux Pays-Bas, tout le monde se déplace à vélo. Oui, c'est vrai. Et bizarrement, cela nécessite pas d'essence. Non? La question est de savoir si nous pouvons remplacer les combustibles fossiles par des énergies renouvelables. C'est une question très délicate. Elle soulève d'énormes débats et beaucoup de personnes se fâchent lorsque vous leur posez cette question parce que votre point de vue n'est pas clair. Si la question est de savoir si vous pouvez satisfaire l'avidité de l'homme avec les énergies renouvelables, la réponse est non. Si vous vous demandez si les énergies renouvelables pourraient produire une quantité suffisante d'énergie pour survivre, alors la réponse est oui. Nous vivons aujourd'hui dans une maison économe en énergie que nous avons reconstruite et dont la consommation domestique était à elle seule 2 fois supérieure à celle de l'Américain moyen. Je ne peux pas compter le nombre de voyages que j'ai effectués dans le monde entier pour mon travail, mais ces 2 voyages internationaux représentaient l'équivalent d'1 année de consommation d'énergie dans ma maison. Cela m'a fait réfléchir sur les voyages. Cela m'a fait réfléchir à ce que je mange. Une autre surprise pour beaucoup de gens est la quantité d'énergie que nous utilisons dans le système alimentaire. Elle est dîner complet. Aux États-Unis, nous utilisons 100 quadrillons BTU d'énergie par an. Un BTU est une unité de mesure thermique britannique. Un BTU correspond à peu près au contenu énergétique d'une allumette de cuisine. « 10 quads, 10 quadrillons de BTU sont destinés au système alimentaire. L'un de ces quads se trouve dans la nourriture elle-même. La nourriture est une forme d'énergie. Chaque année, 330 millions d'Américains ingèrent un quad d'énergie alimentaire. Les 9 autres quads concernent le reste du système alimentaire. Il s'agit des produits agrochimiques, des engrais et des pesticides, du diesel pour les tracteurs, de l'énergie pour la réfrigération, de l'énergie pour le séchage des récoltes dans les silos, les entrepôts et les transports, ainsi que de l'énergie pour cuisiner dans nos maisons. Les tartes sont prêtes. 3 ou 4 quarts de tout cela, c'est juste pour la chaîne du froid. Il s'agit du système de réfrigération. Camions réfrigérés, entrepôts réfrigérés, réfrigérateurs et congélateurs dans nos foyers et nos entreprises. L'énergie contenue dans la chaîne du froid du système alimentaire aux États-Unis représente plus d'énergie que ce que des pays entiers comme la Suisse ou la Suède consomment en un an. L'énergie contenue dans les aliments comestibles que nous jetons est également suffisante pour alimenter des pays entiers ailleurs. Malheureusement, nous jetons entre un quart et la moitié de notre nourriture comestible. Michael, nous y voilà. Nous sommes entourés d'eau. Oui. Quelle est la relation entre l'eau et l'énergie? La relation entre l'eau et l'énergie est double. D'une part, nous utilisons beaucoup d'eau pour l'énergie. Nous utilisons l'eau pour refroidir les centrales électriques, pour irriguer les biocarburants, pour produire du pétrole et du gaz, pour produire de la vapeur dans les raffineries. En fait, si l'on considère l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement énergétique, l'eau est présente à chaque étape. Notre puits est asséché. Mort. Oui, c'est mort. C'est ici qu'il y avait de l'eau. Il y a des traces évidentes. Il ne s'agit pas d'un paysage de film apocalypse fantastique, c'est maintenant, c'est réel. Le réseau pourrait donc être mis à rude épreuve s'il n'y a pas d'eau disponible pour le refroidissement, du moins de la manière dont la plupart des centrales électriques fonctionnent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles utilisent de la chaleur et ont ensuite besoin d'eau pour le refroidissement. Les forts modernes de panneaux solaires ou de turbines éoliennes n'ont pas besoin d'être refroidis par l'eau. La durée de vie moyenne des panneaux photovoltaïques est de 20 ans, 20, 25 ans, peut-être 30 ans. Oui, ceux qui disent qu'il faut 7 ans d'énergie pour produire ce panneau photovoltaïque, mais que vous obtenez 18 ans d'énergie gratuite, ont donc réduit leur consommation d'énergie. Vous avez donc réduit votre consommation. Même dans ce cas, vous obtenez 18 ans d'énergie gratuite. Alors moi, John Q. Public, je me dis « Hey mec, je veux mettre de l'argent dans ta ferme solaire ». Non, pas tant que le gouvernement n'interviendra pas et ne nous mettra pas sur un pied d'égalité avec les combustibles fossiles. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans le secteur des énergies renouvelables et il y a un gros problème en termes de contrats d'achat d'électricité, d'autorisation, d'accords d'interconnexion. Mais ce qui se passe, c'est que les compagnies de réseau retardent et ne les laissent pas s'intégrer dans le réseau.
Que se passe-t-il? Je pense que l'un des défis que nous devons relever est de savoir qui a l'accès à l'infrastructure et que la démocratisation de l'infrastructure est un moyen de l'ouvrir, que davantage de solutions puissent être proposées. C'est quelque chose que nous avons fait avec les télécommunications dans les années 80 avec AT&T. AT&T avait construit tous les fils et les poteaux et lui a été demandé d'ouvrir son infrastructure à d'autres entreprises. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui autant de sociétés et d'opérateurs téléphoniques interurbains que nous n'en avions auparavant. La même chose pourrait se produire avec la démocratisation de l'infrastructure électrique. Davantage de solutions seraient branchées sur l'éolien et le solaire, et d'autres technologies vont s'ajouter en cours de route. C'est là que la planification à long terme et la stabilité de la gouvernance sont vraiment importantes. J'ai comme l'impression qu'il ne s'agit pas d'un problème technologique. Non, ce n'est pas un problème technologique. Ce n'est pas un problème d'ingénierie. C'est un problème d'ingénierie financière. Pauvreté énergétique, manque de nourriture, inégalité des revenus. C'est donc à nous qu'il incombe maintenant d'élaborer la politique qui permettra de combler ce fossé. En 1941, lorsque les États-Unis sont entrés en guerre, les gens ont mis de côté les boîtes de conserve et l'aluminium. Les femmes ont renoncé à acheter les bas en nylon et tout a été fait pour l'effort de guerre. Mais la guerre était là, juste devant nous. De jeunes hommes étaient enrôlés et envoyés à l'étranger et des victimes revenaient à la maison. Cette situation est différente. Elle nécessite le même type de réorganisation ou d'engagement. Mais pourquoi n'ont-ils pas fait appel à moi? J'aurais pu faire quelque chose. C'était avant, et maintenant c'est différent. Découvrez notre nouveau lot, le lot de solutions, avec des millions de nouvelles solutions et d'autres qui arrivent chaque jour. Si vous cherchez quelque chose de facile et dans votre gamme de prix, jetez un coup d'œil à nos solutions d'occasion. Comme changer une ampoule électrique, aller au travail à pied, notre gamme de taille moyenne, comme l'agriculture régénératrice, un prix sur le carbone, une variété de toutes nouvelles solutions. Comme la suppression du risque climatique sur le marché des produits dérivés ou la batterie d'1 million de kilomètres qui sera bientôt disponible. Il suffit d'écouter l'un de nos clients satisfaits. Michael, vous êtes désormais en charge de la politique énergétique des États-Unis et vous avez carte blanche. Comment effectuer la transition? Pour des raisons de sécurité nationale, d'économie et d'environnement, il y a de nombreuses raisons de le faire. Nous devons renforcer, améliorer et étendre notre réseau. Peut-être même en utilisant les autoroutes interétatiques. Nous avons déjà les droits de passage et nous pouvons installer des lignes en surface ou souterraines pour créer un réseau national. Il s'étendra ensuite aux zones ensoleillées et balayées par le vent, et il est déjà relié aux zones urbaines. Une fois que nous aurons le réseau, nous pourrons y brancher tout ce que nous voudrons. Mais nous devons taxer la pollution. Nous prendrons l'argent des taxes sur la pollution pour nettoyer les déchets. Prenons l'exemple des États-Unis. 6 milliards de tonnes de CO2 par an sont rejetées dans l'atmosphère. Et disons que nous sommes prêts à payer 30 $ la tonne pour l'éliminer. Si je fais bien mes calculs, cela donne 180 milliards de dollars par an. C'est beaucoup d'argent, je trouve. C'est moins que ce que nous dépensons pour traiter les déchets des villes. Pourquoi ne pas dépenser quelques centaines de milliards supplémentaires pour nettoyer les déchets dans l'atmosphère? Prenons le CO2 et mettons-le dans le sol. En d'autres termes, payons les agriculteurs pour qu'ils absorbent le CO2 de l'atmosphère dans le sol. Nous devons adopter davantage cet esprit de sécurité nationale. Si vous avez une stratégie conçue pour durer, vous devez examiner ce qui se passe à ces horizons plus lointains, et c'est absolument essentiel. Toutes les formes d'énergie et toutes les couches sociales seront nécessaires pour mener à bien cette transition. Sinon, je ne pense pas que nous ayons la moindre chance. J'essaye de me débarrasser de cette voiture, mais c'est comme arrêter de fumer, ce n'est pas facile. On est tellement habitué à certaines choses que c'est très difficile. Les Romains ont fait beaucoup de mal à l'écosystème, mais ils ne l'avaient pas détruit comme nous pourrions le faire. La FEMA estime que chaque dollar consacré à l'atténuation des risques permet d'économiser 4 $ en coûts de reprise après sinistre. Alors nous dépensons déjà de l'argent. On a l'impression que c'est peut-être trop coûteux de se préparer au changement climatique, mais nous dépensons déjà cet argent. Nous le dépensons après chaque catastrophe. Lorsque j'étais enfant, il y avait le service militaire. Tout le monde pensait avoir une obligation envers le pays.
tous les étudiants étaient appelés à servir le drapeau. Aujourd'hui, c'est différent. La confiance et l'obligation envers le gouvernement ont disparu. Si nous pouvions prendre un peu de cet esprit de patriotisme et de service et le transformer en une action en faveur de l'environnement. Tout cela est construit à partir du carbone qui se dégage de l'atmosphère. Il faudrait que 100 000 jeunes consacrent une partie de leur été à se former et à travailler réellement sur ce sujet. Nous pourrions lutter contre les dendrochtones du pin qui détruisent la forêt. Nous pourrions planter de nouveaux arbres, mais cela devrait être fait non seulement pour un salaire en tant qu'emploi garanti, mais aussi pour l'obligation de chaque citoyen de prendre soin de la terre. C'est ce que j'aimerais voir. On dirait que vous essayez d'inciter toute une génération à payer pour cela. C'est quelque chose que les vieux diraient, je pense. Mon bébé, tu veux bien sourire pour nous? C'est un joli bruit. Cela m'a donné envie de me battre davantage pour elle. La transformation est potentiellement excitante car cela implique de perdre des choses que nous avons toujours voulu, mais aussi d'abandonner des choses que nous n'utilisons même pas. Nous pouvons les abandonner pour les transformer en quelque chose d'autre. Il ne s'agit pas d'être confiant dans le fait que tout ira bien, mais d'envisager la possibilité que les choses changent d'une manière vraiment spectaculaire. L'histoire nous apprend qu'il existe toutes sortes de civilisations, d'économies et de modes de commerce différents. Par conséquent, le Moyen-Âge était simplement une autre forme d'économie. Bien sûr, elle s'est adaptée au manque de ressources, mais cela a également conduit à une nouvelle façon de penser et d'aborder la vie. C'est pourquoi nous cherchons à diversifier les types de cultures et nous travaillons également avec des programmes de conservation pour aider à préserver les espèces et les habitats. L'idée est de laisser la nature suivre son cours et choisir les espèces dont nous avons besoin et dont les cultures ont besoin pour être productives. Nous ne voulons pas d'un ouragan ou d'une tempête tropicale. La nature est déjà prête. Les plantes sont préparées. Elles sont prêtes à en découdre. Chacun veut savoir d'où vient sa nourriture. À un moment donné, les gens voudront peut-être savoir où vit leur banquier et qui il est. Parce que j'entretiens une certaine relation avec lui, si j'ai besoin d'argent pour régler un problème, quelqu'un va peut-être m'aider. Il ne s'agit pas pour le gouvernement de dire aux banques ce qu'elles doivent faire ou de nous dire ce que nous pouvons faire. Non, il y a encore beaucoup de possibilités. Les banques devraient être plus petites, pas trop grandes, et donc propices à la faillite. En cas d'erreur, elles devraient faire faillite sans provoquer une crise totale du système. Il faudrait aussi probablement introduire des règles qui empêchent le secteur financier de créer tant de dettes supplémentaires au sein du secteur financier lui-même. Nous devons, d'une manière ou d'une autre, corriger cette imperfection du marché. Pour obtenir un produit dérivé ou couvrir un risque, il faut avoir une exposition à l'actif sous-jacent. Je me souviens d'avoir regardé à la télévision, après une grande inondation en Floride, l'interview d'un homme qui disait « Mon père a reconstruit 2 fois, mon grand-père a reconstruit 2 fois. » Et il a ajouté « Et je vais devoir reconstruire aussi. » Le journaliste s'est tourné vers la caméra et a dit « C'est la méthode américaine. » J'ai cru que le journaliste dirait « C'est stupide. » Vous ne pouvez pas reproduire le même schéma encore et encore. C'est la définition de la folie. Il est donc question de la confiance dans la gestion monétaire et dans la productivité future d'un pays qui nous permet d'avoir confiance dans la monnaie. Pas une idée qu'il y ait des lingots d'or cachés dans la réserve fédérale. Il y a donc un point de résistance à partir duquel les gouvernements ne seront plus en mesure d'agir, n'auront pas accès au capital pour résoudre le problème. Le risque est que si nous ne pouvons pas renflouer le système, il s'effondrera avec d'énormes effets secondaires. C'est peut-être un peu cynique, mais l'espoir, c'est que nous ne pourrons probablement réorganiser notre système qu'après un crack.
Je pense que l'histoire de l'humanité est telle que nous sommes incapables d'apporter des changements vraiment fondamentaux à notre mode de vie et à notre façon de nous organiser sans un tel crack. Personne ne le souhaite et je suis la dernière personne à le souhaiter. Lorsque je repense aux années 1930, et je suis allemande, ainsi qu'aux répercussions d'une crise majeure, nous ne savons tout simplement pas comment atteindre l'autre bout du tunnel. Je pense que sans cette crise, je ne vois pas de levier politique suffisant pour modifier fondamentalement la façon dont nous organisons notre système financier. Lorsque le changement climatique se produira, il y aura de vrais problèmes. Et comme vous l'avez dit, il y aura de vraies pénuries et de vrais migrants arriveront. Et il y aura vraiment des retombées parce que ce sera après l'effondrement de la pyramide inversée. Et puis, c'est comme si on demandait à la Somalie de lutter contre le changement climatique. Votre critique serait donc que nous ne faisons pas face à la réalité et que nous ne nous y adaptons pas. C'est exact. Ma réponse à cela est que j'ai toujours foi en la démocratie. Je crois que nous pouvons y arriver en tant que peuple, je crois que nous pouvons le faire en tant que société. Et je crois que nous pouvons prendre les institutions des États-Unis, qui ont très bien servi ce pays pendant plus de 200 ans, les utiliser dans le XXIe siècle et continuer à faire avancer l'humanité. C'est un article de foi, mais c'est la foi qui motive l'action. Nous disposons de presque tous les outils, de toutes les ressources financières et de toutes les institutions nécessaires pour résoudre ce problème. C'est le genre de défi qui pourrait rassembler l'humanité comme jamais auparavant. J'aimerais qu'il y ait plus de débats, plus de personnes en face qui parlent ensemble. Parce que tout le monde se sent comme nous. Il y a des gens qui ressentent le contraire et qui sont tout aussi justes. Mais nous devrions nous réunir pour voir. En se réunissant avec des personnes pareilles, on constaterait que les désaccords sont en fait assez limités. Oui, c'est ce que je pense. La plupart des gens sont d'accord à 95%. Oui, mais il y a des forces dans la société qui veulent aiguiser et populariser ces désaccords. Tout à fait. C'est une question de nature humaine. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui fait vendre ? Dites-moi, qu'est-ce qui fait vendre ? À quoi faites-vous attention quand ça se passe autour de vous ? Il faut trouver des gens, des conflits, des conflits, des conflits. C'est vrai. Pour créer ce genre de dialogue entre un père et un fils, cet amour, genre, c'est mon enfant, vous devez avoir de sacrées conversations. C'est ce qui me touche. Je ne suis pas du tout d'accord avec cela. C'est la base de la démocratie et du capitalisme. Non, je ne suis pas d'accord.